Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les intéressés par cet espace que nous avons appelé les rencontres d'Al-Mukhatabat. C'est un espace de communication, d'échange et une sorte de séminaire, on peut dire, de dialogue euh, qui se développe, enfin qui se construit en parallèle avec la publication de la revue que vous connaissez sans doute parce que nous avons lancé il y a une douzaine d'années et qui se développe de façon, on peut dire, régulière, qui publie régulièrement 4 numéros par an. Donc, en parallèle avec la publication de cette revue, nous avons créé cet espace depuis décembre 2023 et nous invitons des chercheurs, enfin des reconnus, comme c'est le cas ce soir confirmé, pour nous donner des conférences et bien sûr discuter avec eux et ainsi donner l'opportunité à des chercheurs appartenant à des départements de philosophie ou d'autres départements, d'autres spécialités dans les universités arabes, maghrébines de façon générale et mondiale, hein, de façon générale, l'opportunité d'être au courant un petit peu des actualités de la recherche et de pouvoir un petit peu avancer sur leur propre à la fois formation, leur propre recherche. Euh, Donc, je suis très heureux ce soir d'organiser cette conférence qui sera présentée par Pascal Mongel. Je n'ai pas besoin de présenter Pascal Mongel. Je pense qu'il suffit de mettre le nom Pascal Mongel sur n'importe quel moteur. On a la liste des publications, des conférences, des livres, etc. Donc, mais ce soir, on a l'opportunité vraiment d'être à l'écoute de Pascal et de discuter avec lui, bien sûr, directement, et de lui poser des questions, notamment autour de la conférence qu'il va donner ce soir, qui portera le titre Qu'est-ce que la raison? C'est un sujet très, on peut dire, très compliqué, et on a vraiment besoin, dans le contexte actuel, de connaître un petit peu où on s'en sommes par rapport au rationnel, à la rationalité, à la raison. Et je pense, j'en suis sûr, que Pascal Angel va nous aider énormément en ce sens. Donc, je lui donne la parole pendant 1 heure. Ensuite, on aura l'occasion de discuter avec lui. Je tiens juste pour ceux qui veulent vraiment approfondir, surtout nos étudiants, chercheurs, doctorants, maghrébins de façon générale, arabes, ou même européens et mondiaux, qui veulent approfondir vraiment leur connaissance de Pascal Angel, il suffit par exemple de lire un volume, un volume vraiment très intéressant d'environ 1000 pages, qui porte le titre alors, en latin Liber Amicorum Pascal Angel, qui a été édité en 2014 pour fêter les 60 ans de Pascal Angel, donc par Julien Dutemps, David Facio et Anne Meylan. C'est un volume vraiment complet, je peux dire, euh, qui axé sur presque tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur l'œuvre et le travail de Pascal Angers. Donc, ce volume de plus de 1000 pages a été publié par l'Université de Genève en l'honneur de Pascal Angers. Et juste pour vous dire un peu à quel point sa présence ce soir nous honore, et je suis très heureux euh, qu'il a accepté mon invitation pour venir parler dans cet espace tout à fait modeste, mais qui est notamment dédié à nos étudiants, nos doctorants maghrébins, et bien sûr qui doivent toujours rester en contact avec les actualités de la recherche pour pouvoir vraiment avancer dans leur propre projet. À vous la parole, Pascal Angèle, et pendant 1 heure, et on aura bien sûr après l'occasion de discuter avec vous. Merci beaucoup, Hamdi. D'abord, félicitations pour tout le travail que vous faites avec votre revue Al-Mukatabat et aussi pour cette diffusion de la philosophie, surtout des sciences, dans tous les domaines. Depuis que vous avez fait votre thèse avec moi, il y a maintenant presque une trentaine d'années, un peu plus tôt peut-être. Je suis très admiratif de la manière dont vous avez continué votre travail. Bon, alors, j'ai donné ce titre, Qu'est-ce que la raison, à cet exposé
parce que je voulais un petit peu faire le point sur un certain nombre de distinctions que j'ai eu l'occasion de présenter dans différents travaux récents. Mais en même temps, c'est un peu de manière honteuse que je donne ce titre parce que c'est un titre qui est, si vous me passez l'expression, tellement banal, tellement bateau, tellement fréquenté que ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de s'interroger encore une fois là-dessus. Et puis d'autre part, c'est un thème qui est tellement vaste qu'il devrait normalement, en fait, plutôt décourager les philosophes de chercher à y revenir encore. Parce qu'en effet, cette question, il semble que ou bien elle est déjà résolue, ou bien qu'elle est d'une telle dimension qu'elle est en définitive inutile. Pourquoi? Ben parce que on assimile la raison à toutes sortes de choses. Par exemple, on dit les lumières, c'est la raison. Euh, il y avait même un texte de Michel Foucault publié en 1966 qui s'appelait La torture, c'est la raison. Donc, vous voyez, on l'assimile à beaucoup de choses. On dit que la raison est l'arme de la colonisation. Ça, c'est un argument qu'on voit souvent. Elle est tombée également en grand discrédit parce que, justement, elle est tombée, elle est supposée avoir des conséquences mauvaises. Maintenant, il y a un motif un peu plus d'actualité euh, qui vient du fait qu'il y a un certain nombre de travaux récents qui ont été publiés qui sont tout à fait nihilistes, si je puis dire, qui disent que la raison n'existe pas. C'est pas nouveau, mais enfin, les arguments qui ont été donnés sont des arguments qui prétendent être des arguments empiriques, dont je parlerai tout à la fin de cet exposé. Et je vous renvoie de ce point de vue-là à un livre de Dan Sperber et Hugo Mercier qui s'appelle L'énigme de la raison, et qui répond qu'il n'y a pas d'énigme de la raison parce qu'il n'y en a pas de raison. Donc, il y a aussi un argument très fréquent qui se trouve encore sur, sur la table aujourd'hui, qui est l'argument qui vient de l'histoire des sciences, qui nous dit que toute l'histoire des sciences, c'est peut-être un exercice de la raison, mais c'est jamais l'exercice de quelque chose comme la raison avec un grand R. Et ceci, il y a cet argument-là, qui est un argument que j'appellerais volontiers sceptique ou nihiliste. Et puis, il y a un vieil argument qui est d'origine hegelienne, qui dit que il y a une histoire de la raison et que la raison est l'accomplissement de l'histoire, ou l'histoire l'accomplissement de la raison. Et donc, c'est évidemment une notion qui est supposée avoir d'immenses conséquences, une notion très vague et une notion extrêmement ambiguë. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est simplement non pas prendre tous ces problèmes-là et vous donner plusieurs pages d'une encyclopédie de philosophie qui a déjà été faite de nombreuses fois. Je vais simplement essayer de rappeler quelques distinctions élémentaires. Certaines sont assez évidentes, presque allant de soi, mais d'autres sont moins évidentes. Donc, j'ai essayé de les indiquer à défaut de les indiquer. Donc, ça risque peut-être de ne pas être suffisant parce que, si vous voulez, la méthode que je voudrais utiliser est une méthode qu'on peut appeler en effet analytique et qui cherche d'abord à analyser le sens d'un certain nombre de termes et de comparer entre eux ces différents sens. Il faudrait donner beaucoup plus d'exemples, mais dans un exposé de ce genre, c'est impossible. Donc, je vais donner quelques distinctions élémentaires et à partir de là, je vais poser la question de savoir si ces distinctions, d'abord, en sont vraiment, parce que c'est quelque chose qui est souvent contesté, et d'autre part, de savoir si, dans tous ces sens, on peut en quelque sorte trouver une unité quelconque
et si donc il y a quelque chose comme une unité de la raison en ce sens-là. Je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question, mais je voudrais indiquer notamment que c'est parce qu'on ne distingue pas ou qu'on ne comprend pas suffisamment ces sens qu'il y a les accents nihilistes ou sceptiques que l'on trouve souvent dans la recherche dans tous les domaines d'aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a un sens évident que j'appellerais le sens modeste de ce que c'est que la raison. C'est le bon sens, c'est le jugement droit, ou comme disait un philosophe français assez connu, c'est la chose du monde la mieux partagée. Je crois que ça mériterait en effet pas mal de discussions, mais je signale ce sens d'abord. Deuxièmement, la raison, il y a un sens qu'on pourrait appeler psychologique, qui n'a pas toujours été présent dans l'histoire de la philosophie, mais qui est présent dans ce qu'on appelle quelquefois la psychologie des facultés. La raison, c'est une faculté de l'esprit qui serait différente des autres facultés, telles que la sensation, la perception, l'émotion, l'entendement. Donc, c'est dans cette idée qu'il y a différentes sortes de facultés de l'esprit, et que d'autre part, outre le fait qu'elle serait différente de toutes ces facultés, elle aurait un rôle, un rôle recteur, un rôle de direction des autres facultés. Ce serait elle, en quelque sorte, qui gouvernerait le navire. Et donc, en ce sens-là, souvent, la raison est considérée non seulement comme au sens modeste une forme de capacité de jugement et d'exercice de jugement, mais aussi comme une compétence linguistique, une compétence logique, et une compétence dans tous les domaines où cette faculté s'exerce, c'est-à-dire justement une compétence, en quelque sorte, qui chapeaute ou qui réunit toutes les autres. Donc ça, c'est une première, deux distinctions qui sont importantes. Et là, je ne parle pas vraiment des distinctions, du sens philosophique du mot raison. Je parle de distinctions qui sont en quelque sorte dans le sens commun. Deuxièmement, il y a différents domaines. On dit que la raison s'exerce dans au moins deux domaines. Le domaine des raisons théoriques, celles qui concernent les croyances, les jugements, les pensées, et le domaine des raisons pratiques, celles qui concernent les intentions, les désirs et toutes les attitudes qui conduisent à l'action. Donc, on distingue généralement deux sortes de raisons, les raisons de croire et les raisons d'agir. Et on voit que cette distinction sur aussi, on a parlé de raisonnement théorique et de raisonnement pratique. Et donc, c'est évidemment un sens qui est extrêmement répandu. Une des questions que l'on peut se poser dans ces cas-là, si vous admettez cette distinction, c'est s'il n'y a pas d'autres domaines où s'applique la raison. Par exemple, est-ce qu'il y a des raisons des sentiments ou est-ce qu'il y a des raisons du goût? Ce sont des questions évidemment célèbres. Par exemple, mais on voit bien que ça ne s'applique pas à tous les domaines, puisque par exemple, dans la perception, si je demande pour quelle raison voyez-vous un arbre, raison, si ça renvoie à une perception, on ne peut pas dire que les perceptions ou les sensations aient des raisons. Ou bien, quand il s'agit de sentiments, eh bien, souvent la question, effectivement, semble ne pas avoir de sens, puisque les sentiments ne semblent échapper à la raison. Par exemple, pourquoi est-ce que Montaigne aimait la Boétie? Ben, répond-il, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ce qui revient à dire, il n'y a pas de raison, je suis moi, et il n'y a pas à me demander des raisons de mon amitié pour la Boétie. Donc ça, c'est une distinction, des distinctions qui sont importantes, mais qu'on pourrait évidemment contester, hein. Par exemple, si vous avez peur et que vous avez une émotion,
la question quelle est votre raison d'avoir peur semble indiquer qu'on peut avoir des raisons d'avoir peur, que la peur n'est pas une pure émotion. Ce qui signifie notamment qu'on a peur de quelque chose, ou on a peur que quelque chose se produise, ou que on a des quand il y a des raisons, il y a ce que les philosophes appellent des contenus propositionnels. Et justement, pour les pures sensations ou les purs sentiments, eh bien, il n'y a pas de raison au sens propositionnel. Si je sens une odeur de, de patchouli, par exemple, eh bien, c'est, euh, je ne peux pas poser la question de savoir quel est le contenu de mon odeur, même si, effectivement, je pourrais le détailler en détaillant les perceptions. Donc, ces choses étant dites, je vais me consacrer essentiellement, enfin, je vais faire référence essentiellement dans le domaine des raisons, aux raisons de croire et aux raisons d'agir. Alors, pour qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, euh, ce qui les distingue, c'est le fait que ce qu'on appelle, depuis les écrits de Elizabeth Anscombe et de John Searle, des directions d'ajustement. C'est-à-dire que les croyances sont dirigées de l'esprit vers le monde. Quand vous avez une croyance, elle est supposée être vraie, et donc c'est le monde qui est supposé répondre à vos croyances ou ne pas répondre si vos croyances sont fausses. Et pour les actions et les raisons d'agir, la direction d'ajustement est inverse, c'est-à-dire c'est pas vous qui allez vers le monde, c'est le monde qui est supposé satisfaire vos désirs, répondre à vos intentions. Donc les directions d'ajustement sont opposées. Et on le voit quand on considère simplement des situations telles que, enfin des questions comme le fait de savoir si on peut avoir des préférences qui ne sont pas justiciables de la même chose. Par exemple, supposez que vous ayez une préférence pour aller à Rome ou bien pour aller à Venise. Et supposons qu'à un moment donné, vous ayez le choix, par exemple dans une agence de voyage, entre aller à Rome ou aller à Venise. Si, il s'agit des croyances, ça fait une grosse différence, parce que si vous allez à Rome en croyant aller à Venise et vice-versa, eh bien, vous n'arriverez pas à la destination qui vous intéresse. Mais si, supposons que nous n'ayons pas cette préférence et que nous hésitions dans notre désir d'aller à Rome ou dans le désir d'aller à Venise, eh bien, à ce moment-là, si vous hésitez, euh, dans ce domaine-là, vous devez suspendre votre jugement. Il n'y a pas d'autre choix. La vérité ne s'applique pas aux préférences. Et une troisième distinction entre les deux domaines, c'est que l'intention et la volonté s'appliquent aux actions, mais pas aux croyances. Je peux avoir l'intention de faire telle ou telle chose, mais je ne peux pas avoir l'intention de croire telle ou telle chose. Ici, évidemment, je sais que ce sont des questions qui sont extrêmement débattues et qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, les contestent, qui pensent on peut croire volontairement certaines choses, ou bien il y a des gens qui sont prêts à dire que on ne doit pas suspendre son jugement quand il y a une hésitation, mais je les indique simplement comme des distinctions, si vous voulez, banales. Une troisième distinction, c'est que la distinction entre les raisons et les causes. Et quand on pose la question pourquoi, on peut se poser la question en demandant, par exemple, pourquoi a-t-il quitté la Réunion? Parce qu'il était malade. Ici, on indique une cause. Pourquoi vote-t-il contre Macron? Parce qu'il pense que sa politique est mauvaise. Ici, vous indiquez quelque chose qui est en fait réellement une raison. Alors, ce sont des choses très élémentaires sur lesquelles on peut, en gros, à ce stade-là, être d'accord.
Maintenant, j'entre dans un secteur où c'est un tout petit peu plus controversé. Et ma méthode, justement, est la suivante, c'est que avant de dire ce que c'est que la raison ou de chercher à répondre à ces questions de manière unifiée, je vais surtout m'intéresser, je l'ai déjà fait, j'ai déjà commencé à le faire, non pas à la raison avec une majuscule ou avec un grand R, et en ayant l'air de supposer qu'il s'agit d'une faculté ou d'un ensemble de principes qui sont unifiés, mais je vais m'interroger sur la nature des questions. Quelle raison avez-vous d'eux? Et des réponses du genre la raison euh, que j'ai de faire ou de croire telle ou telle chose, c'est celle-là. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est que cette question sur la nature des raisons au pluriel, et avec une minuscule plutôt qu'une majuscule, sera un peu une cartographie de ce que le philosophe américain Wilfrid Sellars appelle de manière fameuse le jeu de donner des raisons, c'est-à-dire fournir des raisons pour telle ou telle chose, et d'en demander, c'est-à-dire demander quelles raisons, et ça délimite ce qu'il appelle l'espace des raisons. Une jolie métaphore, mais est-ce qu'il y a un espace de ce genre? Alors, la forme d'attribution ordinaire, standard des raisons, c'est celle que je viens de mentionner. On dit que X est la raison pour laquelle quelqu'un a, alors je vais m'en tenir aux actions et aux croyances, pour laquelle X a agi ou cru. Donc, X est la raison pour laquelle un sujet donné a agi ou cru, ou bien d'autres verbes désignant des attitudes. Ça pourrait être souhaiter, ça peut être euh, des émotions, si c'est le cas. Donc, c'est la forme canonique, si vous voulez. Par exemple, je vais on peut donner un exemple. La raison pour laquelle il est allé en prison est qu'il avait cambriolé une banque. Euh, Ça, c'est manifestement une attribution de raison. Alors, on va voir plus en détail qu'est-ce que ce genre d'attribution euh, veut dire. Alors, il y a des raisons qui sont des raisons qui attribuent des raisons réellement, ce que je vais appeler des justifications, et il y a d'autres raisons qui attribuent des causes. Voici une raison justification. Sa raison pour acheter ce tableau était qu'il croyait que ce tableau était un vrai Picasso. Bon, ça, c'est une justification. Maintenant, deuxièmement, sa raison pour s'enfuir était que l'immeuble était en feu. Ça, c'est encore une autre attribution de raison. Vous voyez que dans chacun des cas, la raison, c'est soit le contenu d'une attitude propositionnelle du sujet, c'est-à-dire un état psychologique, euh, ou bien un fait. Quand je dis sa raison pour s'enfuir était que l'immeuble était en feu, ça désigne un fait, une propriété dans le monde. En tout cas, je la désigne telle qu'elle dans cet exemple-là. Et quand je dis sa raison pour acheter ce tableau était qu'il croyait que c'était un vrai Picasso, eh bien, c'est une raison qui désigne apparemment des états psychologiques. C'est le contenu de ma croyance et mon désir d'acheter un vrai Picasso qui donne la raison. Alors évidemment, tout de suite, j'ai déjà abordé une distinction qui est la seconde que je veux avancer, c'est le fait qu'il y a donc une distinction entre des raisons comme cause et des raisons comme justification. Donc l'un des sens de donner une raison de quelque chose, d'une personne ou bien d'un événement, c'est de donner la cause. Par exemple, si je dis la raison pour laquelle le bloc de pierre est tombé sur la route et qu'il s'est détaché de la montagne. Ici, j'indique clairement une cause. Ou encore quand je dis la raison de l'incendie, c'est la sécheresse, ou une des raisons de l'incendie, c'est la sécheresse, j'indique évidemment une cause. Maintenant, l'autre sens, c'est le sens que j'ai déjà indiqué des justifications.
Euh, donc, cette distinction est partout dans la littérature. Elle existe sous diverses formes dans l'histoire de la philosophie, mais il y a eu une discussion, comme vous le savez sans doute, qui a beaucoup occupé les philosophes depuis, disons, le positivisme, la tradition herméneutique à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et aussi des philosophes qui ont été influencés par Wittgenstein. Il y a un argument fameux de Wittgenstein qui dit qui discute cette distinction entre les raisons et les causes, et c'est ce qui en quelque sorte a servi de base aux examens philosophiques de ces notions. Euh, mais il y a un argument fameux de Wittgenstein qui dit qu'il faut vraiment les distinguer. C'est pas possible de les assimiler parce que on n'attribue pas des raisons comme justification de la même manière que les causes. Pourquoi? Parce que les causes se vérifient empiriquement, alors que les raisons ne peuvent s'établir qu'en considérant le point de vue des agents ou le point de vue interne des agents. Donc ça, c'est un premier argument de Wittgenstein. Deuxièmement, les causes sont des événements et un événement est distinct, une cause est distincte de son effet. Elle n'est pas contenue dans son effet. Tandis que les justifications sont nécessairement en relation interne, presque contenues dans leurs effets. Par exemple, si je dis sa raison de partir était qu'il voulait partir, bon, il y a des fois où vous partez sans avoir la moindre raison de le faire, mais si on vous donne une raison, à minima, c'est une raison qui va indiquer un état psychologique, vous vouliez partir. Et donc, si c'est une raison, eh bien, euh, elle, elle est forcément en distinction. Si c'était une cause, elle serait forcément en distinction de l'action qui est accomplie ou l'événement qui constitue l'action. La raison de partir était qu'il voulait partir. Mais comme vous voyez, c'est circulaire ou c'est redondant. Parce que si vous dites ma raison de partir était que je voulais partir, ou ma raison de lever le bras, c'était que je voulais lever le bras, eh bien, c'est absolument redondant. Et donc, il peut y avoir qu'une relation interne. Et à ce moment-là, les deux, cause et effet, sont analytiquement liés et ne sont pas dans une relation contingente, ils sont dans une relation nécessaire. C'est pareil avec les intentions, d'ailleurs. Si je dis j'ai l'intention d'aller voter Macron, si je vais voter Macron, eh bien, effectivement, il y a une relation nécessaire, analytique, comme disent les philosophes, entre la raison et l'événement. Donc, selon cet argument célèbre de Wittgenstein, on ne peut pas assimiler le sens causal ou le sens explicatif, si vous préférez, avec le sens de la justification. On ne peut pas assimiler les raisons et les causes. Évidemment, ce qui est sous-entendu dans cet argument, c'est que c'est le sens de justification qui domine. Maintenant, il n'en reste pas moins que donner la raison en mentionnant des états mentaux, c'est aussi donner une explication, à savoir une explication au minimum psychologique. Donc, même si vous admettiez, si vous admettez l'argument de Wittgenstein, les raisons, ici en l'occurrence des croyances, mais aussi les désirs, les intentions et tous les états psychologiques qu'on donne pour donner des raisons, sont bien aussi des explications. Il y a toujours une raison pour laquelle on fait quelque chose, et cette raison pour laquelle n'est pas une raison justification, c'est une raison causale. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut assimiler les deux sens, Wittgenstein a raison, mais que les attributions de raison sont aussi des attributions causales, ou peuvent au moins, dans un grand nombre de cas, être des attributions causales et pas seulement des justifications. Donc, les raisons doivent pouvoir être, pour utiliser un vocabulaire plus propre à la psychologie, des motifs et des explications, en plus du fait qu'elles sont des justifications, ou si vous préférez encore un vocabulaire un petit peu plus désuet, des mobiles, ou en tout cas plus juridiques.
La raison de tout ça, c'est qu'on attribue des raisons à des agents ou à des sujets parce que les termes psychologiques que nous utilisons, désir, croyance, et les attitudes propositionnelles, c'est comme ça qu'on les désigne, elles font implicitement référence à une certaine caractéristique des agents. Laquelle? Ben, que les agents sont supposés être rationnels. Autrement dit, je ne peux pas attribuer de raison euh, en, à un agent si je ne le suppose pas rationnel. Et ça vaut aussi pour les raisons en tant que cause, en tant qu'explication. Euh, ça vaut pas, évidemment, pour la pierre qui tombe de la montagne et qui se détache et qui tombe sur parce que la pierre n'est pas rationnelle et on ne lui attribue pas de raison en ce sens-là. Mais pour les humains, il faut supposer qu'ils sont minimalement rationnels. C'est pourquoi beaucoup de philosophes ont soutenu qu'il y a quelque chose que l'on peut appeler une présomption de rationalité, non seulement qui est nécessaire pour interpréter autrui, mais qui aussi implique que la notion de raison est en elle-même normative. Autrement dit, la raison, même quand il s'agit d'expliquer le comportement humain, contient un élément normatif, au sens suivant, on peut pas attribuer des raisons au sens psychologique sans utiliser implicitement une présomption de rationalité. Et cette présomption de rationalité, elle vient avec quoi? Elle vient elle-même avec des normes que l'on peut appeler des normes de rationalité. Alors, il y a pas mal de candidats pour les normes de rationalité, mais j'en mentionne simplement trois. D'abord, il y a les normes logiques, une norme de cohérence. Les agents ne peuvent pas se contredire au-delà d'une certaine limite. Si je vous dis que vous croyez quelque chose et que vous croyez le contraire, ben, peut-être que mon attribution ne sera pas bonne, parce que c'est quand même bizarre que les gens croient des choses contradictoires, même si ça arrive très souvent. Mais en tout cas, prima facie ou de prime abord, il faut supposer la rationalité. Deuxièmement, il y a des normes de probabilité, ou si vous voulez, des normes de l'inférence inductive. L'agent juge quelque chose comme probable et va agir en fonction de la probabilité de l'événement qu'il anticipe, ou bien alors il fait quelque chose en vertu d'une certaine probabilité. Ça peut être des normes d'autres disciplines que la logique déductive, qui sont la logique inductive ou la logique des probabilités. Et troisièmement, il y a des normes de vérité, tout simplement parce que on va supposer dans la présomption de rationalité que la vérité est partagée et que peut-être elle est même l'objet d'un savoir commun et que si on ne suppose pas qu'il y a un tel savoir commun, ben alors effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est rare, au contraire, ça arrive très souvent. Mais si vous voulez comprendre, il faut quand même au minimum essayer de penser que ce que disent les gens que vous cherchez à comprendre pourrait être vrai ou peut-être une plausibilité de vérité. Donc, en ce sens-là, je dirais que le terme raison est avant tout un terme normatif qui implique une évaluation implicite du caractère rationnel de différentes états psychologiques, propositionnelles, telles que les croyances, les désirs ou les intentions. Donc, si bien que on aboutit au fait que quand on admet que quand on interprète un comportement ou des croyances, on présuppose toujours les agents qui sont rationnels. Et on n'attribue jamais seulement des causes. Et si c'est le cas, on doit distinguer deux sortes de raisons. Cette distinction ne recoupe pas celle des raisons et des causes. Les raisons normatives, stricto sensu, c'est-à-dire les raisons normatives qui justifient l'agent ou qui justifient ses croyances. Par exemple, quand je dis la raison pour laquelle il a acheté ce tableau et qu'il aime la peinture, ça, c'est les raisons normatives, ça suppose une évaluation et ça suppose une justification de l'action de l'acheteur du tableau. Et deuxièmement, les raisons explicatives, c'est-à-dire les raisons qui donnent des motifs et qu'on appelle souvent dans la littérature, mais par une espèce d'anglicisme qui est gênant quand même, des raisons motivantes, des raisons qui motivent l'agent à faire quelque chose. Par exemple, sa raison d'acheter le tableau était qu'il croyait que c'était un vrai Picasso.
Alors, est-ce que cette distinction entre les raisons explicatives, les raisons normatives, les raisons causales, pardon, d'une part, et les raisons normatives de l'autre, est-ce que c'est une distinction stricte? Eh bien, on dit aussi souvent dans la littérature que cette distinction est stricte, mais je ne crois pas qu'elle le soit parce que même quand on nous donne des raisons normatives, c'est-à-dire des raisons qui sont des justifications, il est entendu implicitement que ces raisons doivent aussi expliquer le comportement, donc également être des causes. Par exemple, si je dis sa raison d'acheter le tableau et qu'il croyait que c'était un vrai Picasso, c'est évidemment une justification de l'agent, mais c'est aussi potentiellement l'explication pour laquelle il a acheté le tableau. Il pensait que c'était un vrai Picasso. Bon, donc on ne peut pas vraiment dire que les deux types de raisons sont, sont complètement distinctes. Et donc, même les raisons motivantes comportent un élément normatif, et même les raisons normatives sont potentiellement causales. Si elles ne sont pas causales, les raisons normatives sont simplement des prétextes. Ce ne sont pas de bonnes raisons. Justement, l'exigence de rationalité implique qu'on a une espèce de compréhension implicite de la différence qu'il y a entre des bonnes et des mauvaises raisons. Par exemple, si la petite fille est montée sur l'armoire et elle a pris le pot de confiture et l'a cassé, eh bien, si elle dit c'est parce que ma grand-mère me l'avait demandé, ce n'est pas une bonne raison. Bon, enfin bref, je passe là-dessus, ça paraît relativement simple. Donc, toute raison, à mon sens, a une composante euh, causale et une composante normative. Mais les deux ne s'excluent pas. Donc, on doit dire que les raisons ne sont pas ou bien normatives ou bien motivantes, et que le sens de base de raison, c'est normatif, évidemment. Dans le cas de la pierre qui tombe sur la route, je ne peux pas dire qu'elle avait des raisons, sauf si je suis un aristotélicien convaincu. Euh, et euh, les raisons ne sont pas des états psychologiques, ce sont aussi des faits. Vous devez, à un moment donné, renvoyer à des faits. Ici, disons, donnons un exemple. Si je dis par exemple, le fait que c'est un Picasso est une raison d'acheter ce tableau. Ici, on voit clairement que la forme de surface de la phrase fait référence à un fait. Deuxièmement, supposez qu'en réalité, le tableau soit faux, c'est-à-dire l'acheteur s'est fait rouler et il n'a pas, il croyait avoir acheté un vrai Picasso, et en fait, c'est un faux Picasso. Donc, il croyait seulement que le tableau était un Picasso. Dans le premier cas, la raison est un fait, mais dans le deuxième cas, est-ce que c'est un fait? Non, c'est juste un état psychologique. Parce que si je crois que c'était un Picasso et que ce n'est pas un Picasso, la raison ne peut pas être un fait. Donc, il est clair que dans le second cas, la raison n'est pas un fait. Donc, qu'est-ce qu'elle est, cette raison? Ben, elle s'en tient à la psychologie. Elle reste uniquement dans les bornes de l'esprit de l'agent ou de l'individu qui croit. Bon, maintenant, là aussi, on peut se poser la question, est-ce que cette différence entre les attributions de raison et les attributions de raison comme fait et les attributions de raison comme état psychologique, est-ce que cette différence est une vraie différence ou une différence euh, avec distinction? Le problème, c'est que même quand vous dites que le fait que c'est un Picasso est une raison d'acheter ce tableau, euh, les faits par eux-mêmes ne nous donnent pas de raison. C'est parce que nous évaluons la situation comme étant un fait. Les faits eux-mêmes, par exemple le fait que en ce moment, dans la galaxie alpha du Centaure, il y a des étoiles qui sont des naines blanches, ça donne absolument aucune raison. Ça ne donne aucune raison de le croire, aucune raison de croire à qui que ce soit. Donc, les faits sont quand même, d'une manière ou d'une autre, le fait qu'on les apprécie comme des faits, ce ne signifie pas de ma part une profession d'idéalisme qui dirait que les faits sont uniquement
d'ordre psychologique ou subjectif. Je ne veux pas dire ça, mais je veux dire qu'il y a toujours une relativité quelconque à celui qui est l'attributeur. Bien, maintenant, dernière distinction que je voudrais mentionner, c'est la distinction entre la rationalité et les raisons au pluriel. Je l'ai plus ou moins déjà mentionné, mais s'il y a des normes de rationalité, par exemple des normes logiques et des normes probabilistes, ces normes portent seulement sur la cohérence des croyances et des actions. Il y a, en ce sens-là, des normes de rationalité pour les croyances, les jugements ou les pensées, et il y a des normes de rationalité qui s'appliquent aux actions. Mais ces normes de rationalité ne nous disent rien des raisons au pluriel. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, les raisons supposent des évaluations, alors que les normes de rationalité sont en quelque sorte des faits, mais des faits concernant la rationalité elle-même, c'est-à-dire des faits logiques, des faits probabilistes, qui peuvent être testés comme étant cohérents ou pas. Donc, ça, un exemple simple de ça, c'est une inférence simple en modus ponens, qui est la suivante. Si vous croyez que la lune est en fromage, vous croyez qu'elle est bonne à manger. Or, vous croyez que la lune est en fromage. Donc, vous croyez que la lune est bonne à manger. Donc, voilà une inférence simple, mais on voit bien que cette inférence est à la fois correcte, puisqu'elle est conforme à ce que les logiciens appellent le modus ponens, c'est-à-dire un raisonnement de la forme si P et P alors Q, donc Q. Mais votre inférence est évidemment correcte du point de vue de la norme logique, mais votre inférence est évidemment incorrecte parce que la croyance que la Lune est en fromage est fausse, vu que tout bêtement, la Lune n'est pas en fromage. Donc vous êtes rationnel au sens de cohérent, au sens logique, parce que vous suivez une règle de logique, mais vous ne raisonnez pas d'après la raison, car vous ne tenez pas compte des faits. Donc, effectivement, la raison ou les raisons ne s'identifient pas à la rationalité comme cohérence. Il y a toute une littérature là-dessus, je ne l'aborde pas. Cette distinction entre les raisons et la rationalité est quelquefois exprimée en disant qu'il faut distinguer la rationalité comme cohérence et, comme le disent certains auteurs, la rationalité substantielle. La rationalité, si vous voulez, mince et la rationalité épaisse. Donc, il faut donc en ce sens-là distinguer les bonnes et les mauvaises raisons. Et comme je l'ai dit, cette évaluation-là est elle-même normative. Si vous voulez, ça fait partie précisément du sens du mot raison qu'il y ait une rationalité normative qui est impliquée. Mais il y a certains auteurs qui interprètent la rationalité normative comme étant simplement un fait supplémentaire. Et ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un fait supplémentaire. Parce que pour dire ce que c'est qu'une bonne raison, il faut des critères de ce que c'est qu'une bonne raison. Si c'était simplement de la rationalité, au sens de la cohérence, ben, de deux choses l'une, ou la logique s'applique ou elle ne s'applique pas, ou la probabilité s'applique ou elle ne s'applique pas. Et il me semble que ça, c'est l'erreur que fait Hume quand il dit, de façon célèbre, il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon doigt, citation très célèbre, qui parle ici de la rationalité dans le domaine pratique ou de la rationalité dans le domaine des actions ou des préférences. Donc ici, je crois, ce qui fait que Hume peut dire ça, c'est qu'il parle seulement de la rationalité. Autrement dit, il n'est pas contraire à la raison du point de vue de la rationalité cohérence de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon droit. Mais il est contraire en réalité contre Hume à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon doigt. C'est complètement aberrant de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon doigt. Donc ça, c'est le sens substantiel. Donc je vais conclure de tout cela 4 choses. Premièrement, toute raison est d'abord normative et elle est seulement ensuite causale. Donc dans les raisons, c'est le sens normatif qui prime, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un sens causal qui coexiste avec ce sens normatif. Deuxièmement, les raisons sont à la fois des faits et des états mentaux, et ça rejoint la première distinction. Troisièmement, les raisons sont à la fois normatives et motivantes,
mais les deux classes se recoupent. Donc, vous voyez, en effet, vous avez ici des recoupements. En revanche, le fait que la raison soit normative fait qu'il faut distinguer rationalité et raison, et qu'il faut distinguer la raison au sens de la cohérence et la raison substantielle. Bien. Alors, j'ai simplement ici mentionné quelques distinctions. Elles sont certainement contestables. Elles font l'objet d'une immense littérature sur les raisons qui a bourgeonné depuis maintenant plus de plusieurs décennies et qu'on peut retrouver éventuellement dans l'histoire de la philosophie antérieure, mais qui a été de plus en plus discutée spécifiquement à propos de la notion de raison. Et donc, la question que je voudrais poser maintenant, est-ce qu'il y a une unité ou est-ce qu'il y a une diversité des raisons? En fait, on peut se demander si dans tous ces sens, c'est-à-dire le sens de raison contre cause, raison psychologique par opposition à fait, raison motivante par rapport à raison normative, rationalité et raison, est-ce qu'il y a une unité ou bien est-ce qu'il faut renoncer à parler de la raison au singulier et a fortiori à parler de la raison avec un grand R, parce que si on l'emploie avec un grand R, ça suppose qu'il y a quelque chose comme une unité de la raison. C'était une expression qu'utilisait Kant dans la critique de la raison pure, mais en fait, elle est très mystérieuse et on ne sait jamais très très bien quelle est l'unité de la raison pratique et de la raison théorique quand on lit Kant. Alors on pourrait penser en fait que non, il n'y a pas d'unité et que le simple fait de faire toutes ces distinctions montre que la raison dépend des contextes. Autrement dit, toutes les attributions et les distinctions que j'ai données, elles sont par certains côtés contextuelles, non pas contextuelles au sens où elles dépendent de circonstances de temps, de lieu, mais elles sont contextuelles dépendent des contextes de ce que vous voulez expliquer, du type de questions que vous posez à propos de raison. Et on pourrait donc soutenir qu'il y a autant de raisons que de manières d'attribuer des raisons ou de répondre à la question pourquoi. Il arrive souvent, d'ailleurs, quand on lit des textes de la philosophie à Oxford des années 50, que les philosophes se contentent de cette désunité ou de cette pluralité des sens. Et une autre discussion qui effectivement euh, intervient partout, est-ce que non, il n'y a pas non plus diverses normes de rationalité qui viendraient par exemple avec diverses logiques, la logique classique et les logiques non classiques, et différentes manières de concevoir les raisons comme bonnes ou comme mauvaises, puisque si les raisons sont bonnes ou mauvaises, ça comporte des évaluations, mais ces évaluations ne sont pas absolues. Quelquefois, une raison peut être bonne dans un certain contexte, et puis mauvaise dans un autre, bonne dans un contexte où elle donne une justification, vraie, véritable, et mauvaise dans un contexte où elle ne donne que des prétextes ou des excuses qui ne sont pas des véritables justifications. Donc, bon, il y a des excuses qui sont des justifications, mais je crois que dans toutes les discussions avec les excuses aujourd'hui, je ne suis pas sûr, effectivement, que ce soit de toujours, on se justifie en donnant des excuses. Bon, maintenant, je résume en disant le sens normatif est premier et irréductible, et il y a des normes de rationalité universelle. Donc ça, ce sont, me semble-t-il, les thèses qu'on pourrait tirer de cette très rapide et de très, très survolante série de distinctions. Je ne vais pas discuter la question de savoir s'il y a des normes de rationalité universelle, ce sera un autre exposé. Mais je voudrais, j'ai essayé, je crois, de donner quelques arguments pour dire qu'il y a y a un sens normatif qui est premier et irréductible, mais qui n'est pas incompatible avec le sens causal ou avec le sens des raisons comme motivantes. Alors, il me semble que, je ne vais pas défendre la thèse sur laquelle il y a des normes de rationalité universelle, mais en fait, je crois que cette thèse, l'idée d'une rationalité universelle,
Si on l'entend simplement comme une présupposition de l'interprétation des actions et des croyances, c'est-à-dire une présupposition des attributions de raison, eh bien, il me semble qu'elle découle de la présomption de rationalité. Parce que la présomption de rationalité doit être en principe toujours la même, quels que soient les peuples, les individus, les groupes dont je veux interpréter les actions ou les croyances, je dois au moins présupposer que mes attributions ont au moins quelque chose de potentiellement universel. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, si je ne fais pas appel à des critères, disons, non contextuels, eh bien, je ne pourrais pas juger. Et deuxièmement, si j'attribue l'irrationalité à quelqu'un, eh bien, il devrait pouvoir être capable de répondre, mais non, je ne suis pas irrationnel, en utilisant des critères que je partage. Donc cet argument-là me semble en effet très important. Il figure dans la philosophie contemporaine chez de nombreux auteurs, mais il a été particulièrement défendu par des auteurs comme Quine et Davidson. Alors, dernier point, et je m'arrête là, voyons un petit peu à titre d'exemple, là aussi très schématique, qu'est-ce qui se passe quand on ignore l'idée que, outre les raisons comme cause et les raisons comme motif, il y a aussi un sens normatif du terme raison et il y a des raisons normatives. Qu'est-ce qui se passe quand on ignore l'existence des raisons normatives? Et je considère que c'est un échec, ça montre un échec de la conception strictement causale des raisons. Et la conception strictement causale des raisons, nous en avons un exemple dans la littérature récente psychologique. Comme vous le savez, il y a une immense littérature en psychologie qui a cherché à tester empiriquement la rationalité, c'est-à-dire les capacités humaines au jugement. Les tests sont des tests empiriques au sens où on pose des questions aux gens et ils répondent d'une certaine manière. On infère de ces réponses que les réponses sont conformes aux normes de la rationalité ou pas conformes aux normes de la rationalité. Si elles sont conformes, on dit que les gens ont un certain degré de rationalité ou sont peut-être complètement rationnels. Si elles sont pas conformes, eh ben, on va dire que les individus sont irrationnels. Mais quel que soit ce jugement qu'on peut porter, en quelque sorte, un peu à la va-vite, euh, toute cette littérature psychologique, depuis un demi-siècle, a montré en tout cas que les humains font des erreurs de raisonnement permanentes et durables. La raison psychologiquement s'exerce essentiellement dans le raisonnement. Et les erreurs de raisonnement nous intriguent parce qu'effectivement, s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup, ça va, mais s'il y en a beaucoup, ça semble vouloir dire que ou bien l'homme n'est pas un animal rationnel, ou bien que si la raison existe, elle ne peut pas être cette espèce de faculté centrale et universelle qui gouvernerait l'esprit et qui pourrait être éventuellement un idéal, mais on peut aussi conclure qu'elle n'existe pas. C'est ici que je ferai une référence rapide au livre de Dan Sperber et Hugo Mercier, L'énigme de la raison. Il nous rappelle tout un ensemble de tests empiriques qui montrent que la raison est une que la raison ne semble pas s'exercer dans tout un ensemble de circonstances, que les humains font beaucoup d'erreurs et semblent être irrationnels en ce sens-là. Et la seconde prémisse de leur argument, outre donc reconnaître le fait des erreurs, c'est que si on accepte une certaine conception évolutionniste de la raison, et si on suppose que les humains ont évolué biologiquement sur la base d'une capacité qu'ils ont eue plus que d'autres, peut-être plus que les grands singes, peut-être plus que les serpents venimeux et peut-être plus que les fourmis, eh bien, c'est qu'il y a une capacité, il devrait y avoir une capacité cognitive qui devrait se repérer dans l'esprit et qui devrait en quelque sorte se manifester. Or, elle ne se manifeste pas. Donc, Sperber et Mercier en concluent que
l'énigme de la raison, c'est simplement qu'il n'y en a pas, parce que comme ce n'est pas une faculté centrale, elle n'est pas là. Donc c'est un argument très simple, mais enfin, il marche. Pour eux, la raison, en fait, s'explique non pas par l'existence d'une faculté psychologique centrale, mais parce que nous argumentons, nous donnons des arguments, et l'argumentation fonctionne bien. L'argumentation est une faculté qui arrive, mais cette faculté n'est pas elle-même rationnelle. Elle est une faculté, nous disent Sperber et Mercier, elle est une faculté qui consiste essentiellement à vouloir prendre le dessus dans une discussion. Autrement dit, il y a quelque chose d'agonistique, il y a quelque chose comme un combat. Quand on fait une argumentation, on veut l'emporter sur son adversaire. Et quand on veut l'emporter sur son adversaire, on donne des raisons, mais ces raisons sont complètement, euh, sont complètement inertes, elles ne servent à rien, c'est des rationalisations. C'est un peu le même genre d'argument que celui que vous trouvez en psychanalyse. Quand les patients donnent des raisons, ils rationalisent, mais en fait, ce n'est pas des vraies raisons. Donc voilà le genre d'argument que vous trouvez dans le livre de Sperber et Mercier. Et c'est un premier motif de scepticisme. Le deuxième motif de scepticisme, c'est que les historiens arrivent à la même conclusion que les psychologues. Ils montrent que ce qu'on appelle les normes de la raison, les normes de la recherche, de la vérité, les normes d'objectivité, les normes de preuve, sont en fait non pas universelles et transversales historiquement, mais que ces normes changent à travers les âges. Par exemple, le sens de ce qu'on appelle objectif change du XVIe au XIXe siècle, de même que le sens de ce qu'on appelle logique. Et donc, les normes, en fait, sont transitoires et elles n'ont pas l'universalité qu'on prétend. Donc, bien des philosophes, en plus de tout ça, soutiennent, comme je le disais au début, que la raison, prise comme ensemble de normes, est nuisible. Autrement dit, c'est un mythe. Non seulement c'est un mythe, c'est une grosse erreur de croire qu'il y a quelque chose comme la raison, mais c'est aussi un mythe dangereux qui conduit l'humanité dans l'impasse. Alors, je pense qu'on peut répondre à ces arguments de la manière suivante, et là aussi je suis très schématique. Les psychologues et les historiens, mais il n'y a pas que eux qui font ça, qui entendent montrer que les humains sont irrationnels ou que la raison est quelque chose de contingent dans l'histoire, ils prennent le sens de raison ici uniquement au sens causal, au sens psychologique, ou comme propriété des raisons des institutions humaines. Et donc, ils confondent les raisons motivantes et les raisons normatives. Quand ils s'intéressent aux facultés rationnelles ou non, comme ils le disent, des humains, ils ne s'intéressent pas aux raisons normatives. On a simplement une étude strictement empirique et on essaie de formuler des généralisations à partir des expériences. Donc je crois que l'erreur que font ces psychologues et ces historiens, c'est le fait de confondre la rationalité comme cohérence et la raison au sens normatif. La raison au sens fin et la raison au sens épais, la raison au sens, au sens de rationalité ou la raison au sens substantiel. Mais, comme j'ai essayé de le suggérer, les normes, le jugement et l'évaluation font en fait partie du comportement humain. Autrement dit, on ne pourrait pas faire ce genre d'études si on ne mettait pas en jeu un certain nombre de normes. Vous ne pouvez pas considérer la rationalité simplement comme un fait. Il faut que vous voyez si les humains sont capables de raison. Donc, si c'est le cas, eh bien, euh, les, les, les normes, le jugement et l'évaluation ne sont pas contingents, mais ils sont présupposés dans toute compréhension des raisons. Et en ce sens, la raison n'est pas une propriété psychologique, ni un fait historique. Alors évidemment, il faudrait, pour que j'aille plus loin, que j'essaie de montrer que, en fait, ces normes renvoient à des réalités, tout comme en éthique, les normes morales et, et les principes moraux renvoient à des réalités et ne sont pas simplement des propriétés de nos attributions. Mais là, je ne peux pas donner cet argument-là. Il irait beaucoup plus loin.
Mais ça signifie quand même qu'il faut bien à un moment donné qu'on puisse considérer aussi les raisons comme renvoyant à des faits et comme renvoyant à des évaluations, que ces évaluations sont objectives et non pas subjectives, et qu'elles ne sont pas simplement des évaluations causales, mais qu'elles sont des évaluations que j'appellerais volontiers, effectivement, rationnelles et universelles. Mais ça, c'est un autre argument que je ne donne pas ici, m'étant contenté de faire une espèce de survol très rapide à 5000 mètres d'altitude. Merci Voilà, beaucoup. je vais Voilà, m'arrêter là. il est 10, Merci. il est 19h, 20h à Paris, donc exact 1 heure. Je vous remercie Pascal Angèle pour cette excellente conférence. Juste pour démarrer la discussion avec vous, juste il y a un mot que vous n'avez pas du tout prononcé ce soir, c'est le mot social. Il y a beaucoup qui cherchent un petit peu à redéfinir ou à relire la rationalité dans les termes, ce qu'il appelle par exemple l'intentionnalité sociale, et qui travaillent le rationnel par des mécanismes comme la coopération, c'est-à-dire par euh, des choses qui relèvent de la vie collective, de la vie, de l'appartenance à un groupe, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'ai fait mention assez rapidement à la fin quand j'ai discuté Sperber, mais évidemment, j'aurais certainement dû beaucoup plus insister là-dessus. Sperber est parfaitement d'accord enfin, il pense que, comme les auteurs que vous mentionnez, quand il parle d'intentionnalité sociale, que la raison est en fait une faculté sociale. Et on peut donc la traduire, ça c'est leur position, par le jeu des arguments, par l'argumentation. L'argumentation étant un art social. Quand vous argumentez, vous dialoguez avec les autres et vous ne pouvez pas simplement dialoguer tout seul dans votre coin. Donc ça, c'est un des arguments auxquels j'ai rapidement touché. Maintenant, si l'argument que vous suggérez, c'est qu'il y aurait quelque chose comme une raison au plan collectif, une raison euh, qui émanerait de la société, eh bien, nous entrons là dans toutes les apories de l'attribution de raison, au pluriel, à des agents collectifs, à des groupes. Et là, je dois vous confesser que ça, j'y crois pas, et que je suis ce que l'on appelle un individualiste méthodologique du point de vue de l'explication sociale, que je pense donc que l'attribution de raison individuelle et la faculté de raison individuelle est première. Donc, vous allez me dire aussi, est-ce que les normes ne sont pas aussi des normes sociales? Oui, elles le sont, mais elles le sont que de manière dérivée. Elles le sont. J'ai pas dit j'ai pas dit qu'il y avait différentes sortes de conceptions dans l'histoire, mais que ça ne signifie pas du tout que la raison se réduise à son histoire et qu'elle soit contingente. Par exemple, quand vous lisez les œuvres de Michel Foucault nous dit que toutes les normes, euh, les normes qu'on pourrait appeler épistémiques, les raisons, les normes qui concernent le savoir, mais aussi les normes qui concernent l'action, sont en fait sociales et qu'elles sont au service de l'oppression. Et Foucault en conclut que si elles sont au service de l'oppression, ben autant se débarrasser de l'idée que les humains ont une capacité de raison. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit et c'est ce que Nietzsche disait. Alors, le débat est ouvert. Juste un petit point. Moi, je me souviens de Hegel, quand il a vu Bonaparte, il a dit c'est la raison dans l'histoire. Enfin, voyons Bonaparte sur un cheval. Il a dit c'est la raison incarnée dans cet individu qui était Bonaparte et on peut un petit peu voir. Alors, il a vu en Bonaparte l'individu, un peu l'incarnation d'une Ben ça, collectivité. c'est, Enfin, si vous voulez, c'est vrai, oui, il a vu ça, mais c'est l'autre versant, en quelque sorte, des positions sceptiques et nihilistes dont j'ai parlé. Euh, c'est vrai qu'il a pas dit c'est la raison, il a parlé de l'âme du monde, Evelyne a dit l'âme comme du me le monde, rappelle oui, Evelyne l'âme du monde. Cassu. Mais l'argument est quand même à peu près de manière transparente comme ça. Hegel pense que la raison se réalise progressivement dans l'histoire, jusqu'à finalement nous conduire, comme l'on dit,
d'autres auteurs depuis jusqu'à là une sorte de fin de l'histoire. Bon, alors, Hegel est très controversé, c'est un auteur qu'on a beaucoup discuté, mais enfin, il y a une espèce de Hegel de base, un Hegel pour les. Bon, il est pas tellement de base parce qu'il faut vraiment travailler beaucoup pour le comprendre, ce que je n'ai pas fait, je dois dire. Je me suis vite découragé. Mais malgré tout, je crois comprendre quand même qu'il soutient que la raison s'incarne dans l'histoire. Et donc, ça signifie alors que là, il y a quelque chose comme une téléologie de la raison. Et si vous voulez, c'est pas non plus ma thèse. C'est une unité qui est beaucoup trop forcée. Il y a une unité de la raison dans les normes, d'après ce que je soutiens, mais il ne faut pas en conclure que même lorsque un empereur passe à cheval, il incarne l'âme du monde, parce que effectivement, c'est un petit peu exagéré. C'est un peu comme lorsque un, un- un fanatique croit voir la main de Dieu ou les ordres de Dieu dans tel ou tel comportement. Ce sont des explications qu'on peut appeler en effet idéalistes, historico-collectivistes, mais je les accepte pas. Et si j'ai raison, eh bien, le sens qui est donné par Hegel au mot raison est beaucoup trop large, puisque de toute façon, il s'étend juste tout le réel et rationnel. Donc, la raison, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi l'ordinateur sur lequel je travaille, c'est les institutions dans lesquelles nous sommes, c'est tout ça. Voilà. Ça me paraît effectivement un tout petit peu exagéré. Alors là, la parole est à la salle. Donc, Oui, est-ce que... alors, Jean-Claude, Oui, comment dirais-je, je voudrais faire simplement quelques petites remarques parce que je suis d'accord sur les conclusions principales de Pascal. Donc, je voulais simplement soulever peut-être deux petites difficultés. D'abord, sur la place qui est accordée à la définition cartésienne, l'identification de la raison avec le bon sens, et plus généralement donc avec quelque chose comme une faculté ou, comme dit Descartes, un sens que nous aurions. Bon. Parce que Pascal est passé rapidement dessus et il me semble qu'il y a une alternative, que c'est une façon de voir la raison, une raison universelle d'ailleurs, et qu'il y a une autre à laquelle j'opposerai l'approche leibnizienne. Leibniz dit carrément la raison, c'est l'enchaînement des vérités. Donc il ne s'agit plus cette fois-ci d'une faculté, mais il s'agit d'une réalité objective des vérités dans leur enchaînement sous lequel, d'ailleurs, je crois, il y a principalement la logique formelle, et par conséquent, là, je rejoins beaucoup d'analyses de Pascal quand on arrive à ces questions-là. Mais il y a une autre difficulté, je crois, parce que Pascal nous a dit je vais surtout parler de des raisons de penser et des raisons d'agir. Alors, c'est effectivement la raison, c'est la faculté de produire ou d'évaluer des raisons. Bon. Mais Pascal a dit, je vais mettre de côté est-ce qu'il peut y avoir quelque chose du côté de l'affectivité? Et il me semble que nous rencontrons une difficulté lorsqu'il en vient plus tard à cette fameuse alternative de Hume entre une égratignure et puis que le monde périsse. Parce que si il y a, je rejoins également le choix de Pascal dans cette alternative, mais comment fonder ce choix? Comment fonder ce choix s'il n'y a pas aussi ce que Pascal, mais aussi toute une tradition augustinienne, Scheller, etc., ce qu'on peut appeler les raisons du cœur. S'il n'y a pas aussi les raisons du cœur, et c'est tout un programme, est-ce que on peut
sortir du choix, exactement de l'indifférence humienne sur cette alternative. Voilà, c'est ma question principale à Pascal. Merci beaucoup, Jean-Claude. Bon, alors, je voudrais préciser d'abord une chose. Malgré le fait qu'à certains moments, je me suis permis, puisque je suis supposé avoir fait quand même un peu un exposé de philosophie, de citer quelques noms. J'ai essayé de minimiser et les noms et les petits noms, ceux de philosophes contemporains qui ne sont lus que par quelques cénacles, ou bien les grands noms qui ont traversé la tradition. Donc je ne prétendais absolument pas faire un exposé qui renvoie à des auteurs, même si j'ai cité Descartes, ou si j'ai cité Hume, ou si j'ai cité Hegel, ou un peu Kant, je n'exposais pas des doctrines, je ne faisais pas des références aux doctrines de ces auteurs. La seule chose que j'ai faite, notamment dans la partie première, préliminaire de mon exposé, c'est procéder de manière purement descriptive en donnant des sens ordinaires ou des sens, si je peux dire, de sens commun de la notion de raison. Lorsque on dit dans, le, dans le bourgeois gentilhomme euh, que le bon sens, enfin, pardon, qu'est-ce que c'est la citation bon, le bourgeois gentilhomme dit il n'y a plus de. Je ne sais plus dans quelle pièce de Molière brusquement c'est. Le bon sens, la raison en défie le bon sens, il n'y a plus de raison. Donc, ou même quand on dit, comme quand Chesterton dit à propos des vertus qu'elles sont devenues folles, il veut dire que même si les vertus ont de prime abord quelque chose de rationnel, parce qu'il y a une hiérarchie des vertus, si elles sont devenues folles, c'est qu'on ne peut plus du tout les évaluer. Donc, j'ai laissé tomber, si vous voulez, toute référence à des auteurs, et je voulais simplement essayer d'être le plus descriptif possible, même si, effectivement, toutes les discussions que j'ai données, et les distinctions du genre les raisons contre les causes, les raisons psychologiques contre les raisons normatives, est un peu un artifice peut-être de présentation. Donc, en ce qui concerne votre seconde question, c'est-à-dire la question de la rationalité ou des raisons du sentiment, des raisons du cœur, je voudrais déjà indiquer, puisque on cite Pascal, le cœur a ses raisons, que là, il y a une ambiguïté énorme dans la phrase de Pascal, qui tient peut-être au fait qu'il est en train, de façon implicite, de distinguer les raisons et les causes, mais à mon avis, il les confond, et donc ce grand philosophe est très confus. Il dit que quand il dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, je pense que dans le premier sens, il peut très bien vouloir dire qu'il s'agit de raisons comme cause, et dans le second sens, de raisons normatives. Mais ce n'est pas très clair quand il parle de ça. Enfin bon, Pascal, ce n'est pas le genre d'auteur qui est un peu parté. Mais quoi qu'il en soit, la question, en effet, est une grosse question. Je l'ai mentionné, je l'ai écarté parce que je ne voulais pas multiplier les cas d'attribution des raisons, mais c'est évidemment un gros problème de savoir s'il y a une raison du sentiment et un gros problème de savoir si même les émotions, par exemple, dont on peut dire qu'elles ont un contenu propositionnel ou un contenu intentionnel au moins, sont des états qui sont justiciables d'une attribution normative et non pas d'une attribution strictement causale. Évidemment, une conception très simple, c'est de dire que les raisons de la raison sont du même genre que les raisons émotionnelles. Par exemple, j'ai peur ou bien je suis dégoûté, ça semble attribuer non pas une raison au sens normatif, mais une raison au sens causal. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que si vous êtes dégoûté,
vous pouvez avoir des raisons de votre dégoût. Si vous avez peur, vous pouvez avoir des raisons de votre peur. Lorsque le pape dit n'ayez pas peur, il ne veut pas dire que les gens sont effrayés avec les yeux exorbités et s'enfuient. C'est pas en ce sens-là qu'il emploie le mot peur. Donc effectivement, je le laisse comme une question ouverte. Je n'ai voulu mentionner que 2 domaines de la raison, mais je suis prêt à élargir les domaines. Mais il me semble qu'on peut difficilement aller au-delà de ces 3 domaines et qu'en particulier, on ne peut pas aller du côté des raisons de la sensation, ou du point de vue des raisons des états cognitifs qui ne sont pas propositionnels, qui ne sont pas intentionnels. Il y a toute une discussion là-dessus, mais on ne peut pas véritablement dire que quand vous avez la sensation d'une couleur, on puisse faire introduire en quelque sens que ce soit une raison. Maintenant, Leibniz, votre première question. Je pense en effet que c'est une très bonne référence, mais contrairement à ce que vous dites, je ne crois pas avoir écarté Leibniz, en tout cas pas certainement en citation, en mention dans mon exposé, mais pas en pensée. Parce que lorsque je dis que les raisons se connectent toutes pas à un sens normatif quelconque, et non pas simplement au sens explicatif, Leibniz dirait qu'il y a les raisons au sens de cause, et puis il y a les raisons au sens de fondement. Et il dit aussi qu'il y a un fondement dans tout ça, c'est Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, toutes les raisons, en quelque sorte, se rejoignent. Et c'est un petit peu comme chez Hegel, il y a quand même une connexion, il y a une connexion, il y a une interconnexion des différentes raisons. Ce n'est pas incompatible du tout avec ce que j'ai dit. Quand j'ai voulu mentionner le sens irréductible des raisons comme normatives, ça veut dire que ce n'est pas juste des explications. Mais comme vous le savez, les philosophes classiques avaient une expression pour ça, et cette expression est elle-même très problématique et peut-être confuse, c'est causa sive ratio. Alors, est-ce que ça veut dire que la notion de raison, c'est la même chose que la notion de cause? Ou est-ce que ça veut dire que la notion de cause a une dimension rationnelle? Eh bien, alors, à ce moment-là, vous avez, il y a les 2 interprétations que j'ai données. Voilà. Mais Leibniz ne serait sûrement pas d'accord pour dire que la raison n'est qu'une cause, même s'il inclut ça. Donc, je dis, hurrah, Leibniz, bouh, Hegel. Merci. Merci, Pascal. Alors, Denis Vernant, le micro. Bonjour tout le monde, bonjour Pascal, j'ai été content d'entendre. Tu as souligné ton individualisme méthodologique, mais je voudrais revenir dessus justement. Tu as fait référence à cela et au fait de donner et demander des raisons. Donc, la question des raisons, telle que tu l'entends, essentiellement, elle se pose dans un contexte dialogique. Je donne des raisons, tu demandes des raisons, etc., etc. La question, c'est d'interpréter ton comportement, mon comportement. Mais alors, comment? Et d'où viennent les raisons justifiant ou expliquant le comportement? C'est ça une des questions fondamentales. Alors, pour simplifier les choses, la réponse que donne Wittgenstein, c'est qu'on partage quelque chose et qu'on partage une forme de vie. Et c'est parce qu'on partage une forme de vie qu'on est capable de confronter nos raisons et d'accepter ou non de donner raison à l'autre quand il interprète notre comportement et vice-versa. À ce moment-là, la question des raisons, en dehors de la dimension de la rationalité minimale qui, comme tu l'as expliqué, s'interprète en termes logiques ou en termes probabilistes ou en termes inductifs ou en termes abductifs. La question des raisons, en dehors de ça, elle est liée à une forme de vie et elle ne peut pas être universelle, sauf, alors ça c'est encore une autre question, à descendre au niveau
de la forme de vie fondamentale, Lebensform. Merci, Denis. Bon, je suis en désaccord complet, et pas total. Enfin, je suis en large mesure en désaccord. Premièrement, je suis d'accord avec toi. Le jeu de donner et d'échanger des raisons est un jeu dialogique. Donc, c'est vrai que, en général, c'est dans le cadre de quelque chose comme un dialogue ou une conversation que l'on donne des raisons. Pourquoi? Ben, on donne des raisons pour pouvoir justement se justifier, hein. Quand dans un dialogue, par exemple celui que nous avons en ce moment, tu me dis, mais quelles sont tes raisons de citer Wittgenstein? Je dis simplement, c'est le premier livre qui était sur ma table au moment où j'ai fait mon exposé. Je n'ai pas donné une raison, j'ai donné une cause. Et c'est complètement idiot dans le contexte dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Donc, effectivement, la plupart des contextes dans lesquels nous demandons des raisons sont des contextes de dialogue. Mais pour répondre à la première question de tout à l'heure, ça ne veut pas dire, même si le dialogue est une activité sociale, que les raisons elles-mêmes sont dialogiques ou sont sociales. Parce qu'à ce moment-là, si on dit ça, je sais en quel sens tu dis ça, et je sais que tu as beaucoup discuté ça et que c'est ta thèse. Je renvoie à tes œuvres complètes. C'est vrai que si on dit ça, eh bien, on a une thèse qui n'est pas très très loin de celle de Dan Sperber et de Hugo Mercier dont j'ai parlé. Sperber et Mercier disent les raisons, c'est le dialogue et c'est l'argumentation. Alors maintenant, ils ont une conception effectivement très nihiliste de la raison parce qu'ils pensent qu'en fait, quand on donne des raisons, on rationalise, on donne toujours des prétextes. C'est en fait toujours des raisons au sens où on a un état psychologique de vouloir l'emporter. C'est un argument très nihiliste. Non, on peut être aussi comme Habermas, un grand fan du dialogue rationnel et dire que on va converger en discutant et qu'il y aura peut-être quelque chose comme une propriété qui émergera des dialogues. Donc ça, je suis prêt à être d'accord là-dessus, mais je dis pas que je dis c'est pas le seul sens. Je pense qu'un individu isolé, même qui dialogue uniquement avec lui-même ou qui tient des raisonnements, même une bête solitaire a certaines facultés rationnelles et que là aussi, il y a quelque chose de normatif. Elle évalue cette bestiole, elle se demande qu'est-ce que c'est qu'elle mieux à manger, comment elle y parviendra, quelle relation de moyens et de fins elle fera pour obtenir. Et donc, c'est exact que la raison ne se limite pas à l'aspect linguistique et à l'aspect dialogique. Ça, c'est quelque chose, en effet, que j'aurais dû essayer de préciser parce que je suis prêt, et ça répond aussi à la question de Jean-Claude, je suis prêt à faire descendre la rationalité assez bas, mais pas si bas que je soutienne que les protozoaires ont de la rationalité. C'est sûr que si Hegel avait vu un protozoaire à cheval, il n'aurait pas pu dire facilement c'est l'âme du monde. Donc, je voudrais donc dire que ce sens dialogique des raisons ne couvre pas tout. Et par ailleurs, je pense qu'il existe des normes de rationalité qui sont indépendantes du dialogue. Autrement dit, c'est parce qu'il y a certains faits à propos de ce qui est rationnellement bon, c'est-à-dire de ce qui est une raison, certains faits à propos de ce qui est rationnellement faisable dans le domaine des actions, qu'il y a des raisons. Et donc, je serais très objectiviste. Je crois de ce point de vue-là que Leibniz serait tout à fait d'accord avec moi. C'est certainement pas un auteur qui pense que les raisons émergent des dialogues, et certainement pas un auteur qui dirait les raisons sont des prétextes ou les raisons sont des désirs de l'emporter. Parce que, si vous voulez, c'est ce que j'appelle le sens agonistique.
En gros, c'est une espèce d'élaboration à partir des sophistes. Les sophistes pensaient ça. Ils pensaient qu'il n'y a pas, il y a pas de raison, il y a juste des contextes sociaux dans lesquels on veut gagner, on veut l'emporter sur les adversaires. Et celui qui a gagné, ben, c'est celui qui dira, voilà, moi j'ai raison, donc c'est la raison. Et ça ne me plaît pas trop et je ne pense pas que ce soit vrai non plus. Donc, je divergerai de toi. Maintenant, concernant les formes de vie, alors là, je crois que si on défend l'idée que ce qu'il y a de commun dans le dialogue, c'est en dernière instance les formes de vie, bah alors effectivement, c'est une conception complètement irrationaliste selon moi, parce que ça signifie, et relativiste, puisque ça signifie que les formes de vie, sauf à supposer qu'il n'y en a qu'une seule et que toutes se rejoignent, ce qui ne pas soit nécessairement le sens dans lequel Wittgenstein dit ça, les formes de vie sont quelque chose dont on ne peut pas rendre raison, qu'on ne peut pas expliciter, qui est toujours en arrière-plan. Et je n'arrive pas du tout à comprendre comment quelqu'un qui défend cette notion de Lebensform peut prétendre défendre une position rationaliste. Une position rationaliste, c'est quelque chose qui est, je m'excuse d'utiliser maintenant encore un joker. Mon joker, c'est Platon. Je suis un petit peu platoniste à propos des raisons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut, Pascal, parler de graduation du rationnel, c'est-à-dire le rationnel ne se donne pas totalement d'un seul coup à l'être humain. Il est lié au social, on peut dire, comme préparé par d'autres étapes. Par exemple, quand on regarde des philosophes arabes du Xe siècle, Al-Farabi, il va parler de plusieurs niveaux de rationnel, c'est-à-dire jusqu'à à intégrer dans l'organon des choses qu'on ne trouve pas dans l'organon grec ou latin, comme la poésie ou comme d'autres choses. Donc, est-ce que d'abord, ce que dit Nietzsche, on était avant d'être rationnel, on était irrationnel. Avant d'être logique, on était illogique. C'est-à-dire finalement, cette question du rationnel n'est pas étroitement liée aux limites du rationnel et le fait qu'il sort graduellement d'autres formes de pensée et de parler. Et juste une autre question, c'est-à-dire si on supprime cette vocation, on peut dire, de rationalité universelle de la philosophie, puisqu'on a tendance à appeler le logos, avec les présocratiques, qu'est-ce qu'il en reste à la philosophie? C'est-à-dire comment on peut continuer un petit peu à dire ce que nous faisons lorsque nous pensons philosophiquement aujourd'hui, ça relève toujours de la même philosophie que Platon, Aristote ou Parménide. Oui, merci. Est-ce que la dernière phrase que vous avez prononcée, à savoir est-ce que si on n'a pas s'il n'y a pas de logos, attendez, reformulez-le. J'ai du mal à répéter. C'est-à-dire, J'ai du mal à répéter vos termes. oui, c'est-à-dire on a toujours tendance à dire que la philosophie possède cette vocation de rationalité, de Oui, discours alors, rationnel universel. C'est-à-dire que tous les êtres humains, confirmé d'ailleurs par Descartes, que tous les êtres humains partagent. Mais que cette forme de rationalité, en fait, attitude, cette tendance à être rationnel, à parler rationnellement, etc., elle est graduée, c'est-à-dire il y a une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire on ne passe pas directement à on peut dire, à cette forme de discours démonstratif ou rationnel, etc., on peut dire complète, mais par la médiation d'autres formes dans la vie sociale, etc. Donc, est-ce que je dis, si on enlève ça de la philosophie, du travail, de la fabrique, on peut dire, des concepts philosophiques, etc., qu'est-ce qui en reste à la philosophie? Comment doit-on aujourd'hui enseigner et pratiquer la philosophie si on va un peu se démarquer de et là, ce logos qui. oui, je voulais dire aussi une chose. Il semble que Melika souhaitait parler, mais Oui, qu'elle d'accord. elle savait pas comment faire ou qu'elle n'ait pas eu l'occasion de le faire. Bon, je répondrai très rapidement à Hamdi en disant que là, ce dont vous parlez, c'est le sens unifié de la raison. Et je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit il y a une désunité de la raison
ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas une dimension essentielle normative. Il y a une autre dimension essentielle, me semble-t-il, c'est le fait qu'il y a raison si vous pouvez attribuer des contenus propositionnels, c'est-à-dire si vous pouvez articuler quelque chose de prédicatif. Ça aussi, c'est dans Platon, c'est dans Aristote. Ce n'est pas le cas avec les animaux. Mais maintenant, quand j'ai suggéré que ça pouvait démarrer très bas dans l'échelle de l'évolution, le fait d'être rationnel, c'est simplement qu'il y a des... Je ne voulais pas assimiler la raison au langage. Et maintenant, que les philosophes aient besoin d'élucider la notion de raison, c'est très bien. Maintenant, qu'ils s'en réclament au nom d'une espèce d'unité de la raison, je pense en effet que c'est quelque chose de largement mythique et que il y a différents, il y a différents sens et différents usages. Le fait qu'il y ait différents sens et différents usages, je ne veux pas qu'on en tire une conclusion wittgensteinienne qui consiste à dire il y a pas une raison, mais il y a des raisons. Je dis simplement, il y a des pôles de sens qui sont inéliminables. Donc moi, j'appelle ça l'aspect normatif et l'aspect substantiel. Est-ce que l'aspect substantiel peut donner lieu à une métaphysique de la raison? Je pense en dernière instance que oui. Mais là, pour le moment, je ne suis pas encore à Leibniz, je ne suis pas encore à Hegel, je fais comme s'il n'avait jamais existé. Dit même Spinoza. Oui, Malika, oui, la parole à toi, Malika, si tu veux intervenir. Il faut mettre son micro. Si il est mis. Ah, c'est une question qui est le fil. Bon, Ou alors, peut-être ça relève de l'aphorisme 7 du Tractatus, ce dont on si on oublie. accepte la distinction raison pratique et raison théorique, partant du rapport entre intention et action, comment vois-tu le rapport entre les deux? Bon, Ça, c'est une question de Mustapha Habish. ah, Habish, pardon. Ah bon, qui du Maroc, parfait. universitaire Euh, maroc. alors, je la lis, vous pouvez aussi la lire. Si vous ne voyez pas, Attendez, ça c'est peut-être la question. Oui, à la question de Malika. Oui, je la lis donc. Je ne sais pas comment faire pour poser ma question. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Alors la question, si on accepte la distinction raison pratique, raison théorique, et partant du rapport entre intention et action, comment vois-tu le rapport entre les deux? bon, il y a un rapport qui est le fait que dans les deux cas, on raisonne. Donc, il y a une faculté, effectivement, qui est exercée en commun, qui est l'existence d'un certain raisonnement. On raisonne, on peut raisonner sur des intentions, on peut raisonner sur des actions, et on peut raisonner sur des pensées ou des croyances. C'est le sens aristotélicien. Il y a un raisonnement théorique, ou un raisonnement dans le domaine de la connaissance, et un raisonnement dans le domaine de l'action. Donc, ils sont des exercices distincts. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Effectivement, ils ont certaines choses en commun. C'est justement le fait de faire ce raisonnement. S'il y a un raisonnement pratique, et ceci a été énormément discuté, eh bien, vous devriez avoir la même chose dans le syllogisme logique et dans le syllogisme pratique. Or, effectivement, ce n'est pas tout à fait le même genre de raisonnement. Et donc, on pourrait se demander s'il y a quelque chose comme authentiquement un raisonnement pratique. On a beaucoup discuté de cette question, et chez Aristote en particulier. Et donc, s'il y a quelque chose de commun, c'est quelque chose dans le raisonnement. Mais le raisonnement n'est pas le même dans les deux cas. Donc, il y a un enchaînement dans les deux cas, pour reprendre le terme leibnizien que suggérait Jean-Claude Dumoncel, il y a un enchaînement. Donc, sans ça, bon, évidemment, on peut élaborer cette distinction entre raison théorique et raison pratique et lui donner un sens, par exemple, kantien. Mais en fait, Kant fait tout à fait cette distinction, mais lui, il distingue, par exemple, des facultés, la faculté de connaître et la faculté de désirer. Donc, la faculté de désirer,
c'est dans le domaine pratique, la faculté de connaître. Donc il les sépare nettement, et il les sépare même tellement qu'il pense que on ne peut pas avoir une explication complète de ce que connaît l'esprit humain dans le domaine de la connaissance, mais on peut quand même postuler dans le domaine pratique un certain nombre de principes. Donc, il y a ces différences-là dans une perspective criticiste comme celle de Kant. Voilà ce que je dirais. Sans ça, effectivement, ce que j'ai dit, c'est que dans le cas, il y a des différences de prime abord. Si les préférences, si vous êtes indifférent entre A et B et que vous devez choisir entre A et B, ben, vous allez pas, si vous choisissez de manière arbitraire. Tandis que si vous donnez la même probabilité à une proposition A et à une proposition B, et qu'il faut que vous croyiez celle qui est la plus probable, ben alors à ce moment-là, vous suspendez votre jugement. La suspension du jugement n'est pas possible dans le domaine de l'action. Vous ne pouvez pas rester comme deux ronds de flanc suspendus avec une jambe sur le sol et une autre jambe levée. Pas possible. Donc ça, voilà quelques différences qui sont intuitives, à mon avis. Elles sont quand même des différences assez profondes, de même que les directions d'ajustement, les désirs sont supposés satisfaire notre esprit quand ils sont... et le monde est supposé satisfaire notre esprit dans le domaine. Donc, c'est des différences qui me paraissent assez irréductibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des passages, qu'il n'y ait pas des ponts. Par exemple, j'ai mentionné le problème de la croyance volontaire. Il y a certains philosophes qui pensent qu'il existe certaines manières de vouloir croire. Et donc, ça signifierait que le domaine de la volonté et de l'intention s'applique aussi au domaine des croyances. Donc, voilà les ponts qu'il y a, et tout ça est une sorte de discussion, c'est un pont aux âmes, justement, dans la philosophie contemporaine. Alors maintenant, l'autre question. Vous ne voyez pas que même ceux qui contestent la raison et son existence le font de ce qu'ils nient, notamment ils essaient de nous convaincre par la raison qu'ils ont raison. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus, et effectivement, c'est un paradoxe très fréquent par exemple, on peut poser la question, notamment sous un autre angle, on peut se demander est-ce qu'il est rationnel d'être rationnel? Ou est-ce qu'il y a une raison de choisir la raison? Et alors, évidemment, là, vous pouvez défendre une position comme celle de Fichte, qui dit, ben, ça se choisit. Voilà, c'est un peu arbitraire, mais ça se choisit. Ça a eu beaucoup de succès quand même dans la philosophie contemporaine, l'idée qu'on choisit la raison et qu'il n'y a pas vraiment de fondement de sa distinction. Maintenant, en ce qui concerne, quand vous me dites, vous ne voyez pas que même ceux qui contestent la raison et son existence le font au nom de ce qu'ils nient, notamment la raison. En effet, ils contestent son existence parce qu'ils la nient, mais je pense qu'ils cherchent à lui donner un substitut, si vous voulez. Ce n'est pas parce que la raison n'existe pas qu'il n'y a pas certaines facultés qu'on pourrait appeler, pour prendre une expression de Robert Musil, certaines facultés qui sont ratioïdes. Donc ça répond un peu aussi à la question que soulevait Hamdi il y a un instant. Il y a du rationnel, mais il y a aussi du ratioïde. Je dirais volontiers que les sentiments sont ratioïdes et que même les choses qui sont irrationnelles ont quelque chose de ratioïde. Mais s'il s'agit de vraiment découper les choses, les auteurs comme Sperber et les psychologues qui disent qu'il n'y a pas de raison, ils entendent raison par faculté psychologique. Certainement, ils usent de leur raison pour faire cette critique. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils emploient le mot raison dans un sens extrêmement étroit. Pour eux, il n'y a pas d'autre raison que celle de la science. Autrement dit, il n'y a pas d'autre raison que le fait d'avoir des expériences qu'on interprète à la lumière d'hypothèses. Il n'y a pas d'autre raison que la raison scientifique. Et donc, à partir du moment où vous avez montré expérimentalement que les gens sont irrationnels, vous le montrez causalement. Mais moi, ma thèse, si vous acceptez la distinction et les rapprochements que je fais entre raison et cause, ou raison normative et raison causale, eh ben, ma thèse, c'est que
on ne peut pas uniquement confiner la raison aux causes. Par exemple, tous ces psychologues, au lieu de donner, quand ils voient que les gens font des erreurs, ils disent les gens sont irrationnels, ils utilisent des biais. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de biais qui est utilisée partout maintenant en psychologie. Un biais, c'est quelque chose de difficile à attribuer, mais c'est l'idée que c'est un choix qu'on fait ou une interprétation qu'on fait qui n'est pas rationnelle, mais qui néanmoins oriente vos réponses. Et c'est quand même quelque chose de bizarre en ce sens-là, parce que on le voit bien, par exemple, lorsque dans les discussions entre les féministes et puis les gens que les féministes trouvent misogynes, elles disent souvent les misogynes ou bien tel ou tel comportement comportent des biais. Si les biais sont des biais implicites et sont un petit peu comme des perceptions ou des émotions, en effet, les biais sont irrationnels, au sens où ils sont non rationnels. Mais si les biais sont des croyances, c'est-à-dire par exemple croire que les femmes sont inférieures, qu'elles doivent toujours se heurter à un plafond de verre, comme on dit, eh bien à ce moment-là, ce sont des croyances et ça doit être évalué comme des croyances. Mais on joue sur cette ambiguïté. Quand on dit à quelqu'un tu as des biais, ça semble vouloir dire à la fois qu'il a des préjugés et en même temps qu'il a des réactions émotionnelles. Ou sinon émotionnelles, du moins, les biais sont des causes, ce ne sont pas des raisons. Je ne sais pas si ça a un sens. Merci. Alors, autre question pour Pascal? Sinon, dans le chat des questions. Vous pouvez poser vos questions en arabe, hein, on peut traduire vos questions en Pascal Angèle. Alors, je tiens à signaler qu'il y a un livre qui a été traduit en arabe, qui est Rabat el-Ma'rifa, les vices du savoir, hein, si je ne me trompe pas. Bah, j'ai pas lu, franchement, j'ai pas lu sa traduction en arabe pour vous dire si c'est. Il paraît qu'il y a eu un prix de traduction au Caire, en Égypte, qui a été attribué au traducteur pour son excellente traduction. Mais Bon, j'ignorais complètement qu'il y avait ouais. cette traduction et je ne l'ai appris que Bon. dans une liste de prix qui était donnée et donc le traducteur a reçu un prix. Donc s'il a reçu un prix, c'est que ça ne doit pas être mal traduit. D'accord, mais je n'étais pas au courant. Voilà. Je retire ce que j'ai dit. Non, non, Mais j'ai pas la lu, franchement, traduction. parce que, bon, ils ont pris, attribué des prix, etc. Mais j'ai pas lu, franchement, personnellement, le livre. Ben, Bon, j'ai. malheureusement, je dois confesser aussi que je ne l'ai pas lu non plus parce que je ne parle pas l'arabe. D'accord. Bon, Ce qui est un écoute, tort, effectivement, parce que il faut le parler. vous avez donné un cours à l'Université de Tunis dans les années 90, je pense, comme c'est le cas avec Michel Foucault, bien des années bien avant, dans les années 60. Et le cours de Michel Foucault vient de sortir, Ah, vient ah d'être oui. publié par Daniel et Lorenzi, je crois, et un autre. Ah oui, mais attendez, Et c'est pas en ça, arabe qu'il a été publié oui, le tout cours de à Michel fait. Foucault. C'est en français. Non, non, en français, en français. Oui, Est-ce en que français. l'idée de publier, enfin, l'idée de publier votre cours donné dans les années 90 à l'Université de Tunis, est-ce que c'est une bonne idée? En français, bien Ouais, sûr. Français ou le traduire. encore faudrait-il qu'il y ait une demande de ce cours. Et puis, à vrai dire, j'ai fait pas mal de cours, mais je crois qu'il y avait la philosophie du langage, mais ça n'avait rien de particulièrement original. Bon, peut-être que les trucs de Foucault n'avaient rien de très original. Mais j'avais rencontré il y a quelques années à Tunis un collègue de Melika Ouelbani qui m'avait dit qu'il avait écouté les cours de Foucault et qu'il était un vétéran des cours de Foucault. Bon, je me suis toujours demandé exactement qu'est-ce qu'exactement Foucault avait fait en Tunisie. Il était à Sidi Bou Saïd et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y faisait. Il écrivait ses livres, mais je sais, j'ai pas beaucoup de témoignages de son enseignement.
S'il n'y a pas d'autres questions, on remercie encore une fois Pascal Angèle pour cette conférence. Et je vous dis à très bientôt dans une autre conférence, très prochainement. Voilà. Donc, merci à tous, à tout le monde. Et je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très, très bientôt. Merci. 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 Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.